Après les JO de Tokyo sans public, les JO de Paris sont les premiers Jeux d'été après cette pandémie qui a bouleversé le monde tel que nous le connaissions. Nos modes de vie, nos habitudes ont été profondément impactés. La France a décroché ses premiers Jeux d'été depuis 1924 après bon nombre d'échecs. Mais on ne pouvait pas imaginer, lorsque Paris a été désigné à Lima, que ces Jeux interviendraient après une crise sanitaire telle que celle que nous avons traversée. Cette crise va-t-elle profondément changer la donne? Comment aborde-t-on ces JO à domicile? Et comment doit-on les aborder, tant du côté de l'organisation que de la diffusion? C'est ce que nous allons voir avec nos invités. Merci à eux. Michael Aloisio, directeur de cabinet de Tony Estanguet, le président du comité d'organisation de Paris 2024 et porte-parole 2024. Bonjour. Andrew Georgiou, président d'Eurosport and Global Sports Rights. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Andrew. Laurent-Éric Lelay, directeur des sports de France Télévisions. Bonjour. Laurent-Éric. Magali Tesnas-Dumoncel, déléguée générale de Sportsora. Sportsora, l'organisation référente pour penser, influencer le développement de l'économie du sport, qui regroupe aujourd'hui plus de 230 entités, marques, partenaires, détenteurs de droits, agences, collectivités, médias, instituts d'études et de formation. Bonjour. Bonjour. Et Sarah Duhautois, directrice adjointe corporate d'Ipsos France. Bonjour Sarah. Bonjour. Et on va d'ailleurs débuter avec vous. Et cette étude réalisée par votre institut Ipsos sur la perception des Jeux Olympiques et Paralympiques par les Français après les Jeux de Tokyo et avant les Jeux de Paris 2024. Et on va le voir, des résultats un peu contrastés, des inquiétudes qui remontent, mais aussi beaucoup de points positifs. Oui, tout à fait. Alors, quoi de plus bel événement que les Jeux Olympiques pour illustrer cette thématique de médias en scène, habiter un monde commun? On va voir que c'est effectivement un événement qui est très rassembleur, mais que, en ce qui concerne l'organisation des JO à Paris, il y a aussi des craintes à lever pour que tout puisse se dérouler dans les meilleures conditions. Donc, on a réalisé une étude au mois de juillet auprès de notre communauté online. Une communauté online, c'est un vivier d'à peu près 1500 personnes qu'on a chez Ipsos et qu'on sollicite en fonction des sujets. Donc là, en l'occurrence, on les a interrogés à propos des Jeux Olympiques de façon générale, et puis un petit retour sur Tokyo rapide, et enfin sur la perspective des JO de Paris 2024. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent, les Français, à propos des Jeux Olympiques en général? C'est que ça véhicule beaucoup de choses. D'abord, c'est un événement qui est rassembleur, hein, évidemment, rassembleur au niveau des nations. Hein, c'est évidemment une dizaine de milliers de sportifs qui se rassemblent de tout pays différents. Ça rassemble aussi différents sports, des sports très connus, hein, qu'on a l'habitude de voir à la télé, et puis d'autres beaucoup moins. C'est aussi un moment d'union nationale. On va tous être derrière son pays, et c'est très important d'avoir ce genre d'événement, surtout dans une période où on parle beaucoup de division, de France fracturée, etc. Donc c'est beaucoup de choses. C'est aussi un événement qui est très prestigieux, hein, avec des grands sportifs de tous les sports, de tous les pays. C'est un événement qui a une dimension émotionnelle qui est très forte, évidemment, pour les sportifs, évidemment, mais aussi pour les spectateurs, avec notamment 2 temps forts, hein, que sont les cérémonies d'ouverture, et qui génèrent vraiment de grandes émotions. Et puis enfin, c'est un événement qui est très visible, avec la mise en lumière de disciplines qui sont souvent un peu plus confidentielles, mais qu'on apprécie de retrouver au moins tous les 4 ans. C'est la même chose aussi pour les athlètes. Ça donne l'occasion aussi de voir d'autres athlètes et pas seulement les têtes d'affiche qu'on voit souvent dans les médias. Donc voilà pour un peu l'imaginaire des JO côté positif. Après, il y a aussi bien sûr quelques critiques, hein, qui sont faites à ce propos, notamment sur le fait que c'est beaucoup d'investissement. Il y a un coût qui est très important, avec des retombées qui sont certes conséquentes, notamment pour les villes organisatrices, mais qui restent assez éphémères finalement, et qu'on imagine surtout limitées
à la ville organisatrice et finalement qui vont pas forcément beaucoup rejaillir sur le pays. Également, vous pouvez, ça je vais pas en parler, vous pouvez passer à la suite, puisque effectivement, bon, voilà, on aura posé des questions à ces gens, il y a beaucoup de choses positives hein, qui ressortent, mais voilà, comme c'est des chiffres au-delà de 90%, c'est pas forcément la peine d'en parler. C'est des enjeux commerciaux qui sont évidemment forts, donc derrière ça, il y a une critique hein, qui est aussi le fait que c'est beaucoup d'argent et qu'il y a aussi une certaine inégalité qu'on peut ressentir entre les athlètes, hein, des athlètes très médiatisés qui vont avoir des sponsors, qui vont voilà, gagner beaucoup d'argent, et puis ceux qui sont au contraire doivent poser des jours de congé pour venir participer aux Jeux Olympiques. Et enfin, troisième critique peut-être sur les constructions dans un monde où la préoccupation environnementale est de plus en plus forte. C'est aussi quelque chose qui va poser question. On va construire. Est-ce que ça va rester? Quel va être l'impact sur l'environnement, etc. C'est des questions qui se posent aussi. Donc voilà pour le tableau un peu général sur les Jeux Olympiques. Maintenant sur Tokyo, rapidement, un retour et un bilan finalement de ces Jeux, comme vous le disiez Fabrice, assez exceptionnels hein, de par le contexte dans lequel ils se sont déroulés. Donc ce sont des Jeux qui ont été finalement accueillis au départ, hein, un peu comme toutes les compétitions sportives, mais de façon un peu timide. Hein. On avait à quelques semaines du démarrage des Jeux encore plus de la moitié des Français qui pensaient qu'il fallait les annuler à cause du Covid. Donc voilà, c'était plutôt timide au début. Et puis finalement, ils sont laissés prendre au jeu, si je puis dire, et l'enthousiasme est venu avec la compétition et notamment à la faveur des succès de l'équipe de France et notamment en sport collectif. Donc c'est des jeux qui étaient exceptionnels de par aussi l'absence de public, hein, donc avec une ambiance peut-être un petit peu diminuée. Mais finalement qui ont mis en lumière aussi des choses très positives, notamment le relais d'une nouvelle génération, avec le déclin aussi peut-être de certains anciens. Et cette nouvelle génération, elle est d'autant plus importante à la perspective de Paris 2024. L'émergence aussi de nouvelles disciplines, l'escalade, le karaté, avec notamment un très grand succès français, le skateboard aussi, donc des nouvelles disciplines mises en lumière, ce qui est plutôt positif. Et puis les Jeux paralympiques, alors qui ont été, d'après ce que les Français interrogés nous ont dit, plus visibles peut-être cette année. En tout cas, c'est la perception qu'ils en ont eue, avec quand même le sentiment qu'ils restent assez encore confidentiels et que malgré toute l'admiration que peuvent susciter ces Jeux et les performances exceptionnelles des athlètes paralympiques, il y a encore finalement un intérêt qui reste limité. Je veux dire, les personnes nous le disent elles-mêmes, c'est vrai qu'ils admirent beaucoup ces athlètes, mais malgré tout, ils sont moins intéressés, ils déclarent être moins intéressés par les Jeux paralympiques que par les Jeux olympiques. Donc ça, c'est peut-être aussi un enjeu pour Paris 2024 de mettre en lumière également au même niveau ces Jeux paralympiques. Voilà pour Tokyo. Si on passe maintenant rapidement à Paris 2024, avant de vous laisser la parole, quelles sont les perspectives? Est-ce que les Français sont prêts à jouer le jeu des JO? Donc, évidemment, c'est dans 3 ans, hein, donc pour l'instant, on ne peut pas vraiment dire que l'impatience est là, hein, ça viendra. Mais il y a quand même des attentes qui sont fortes. Bon, alors évidemment, on pense que l'événement va être très bénéfique pour la ville de Paris, pour la France un peu moins, hein, c'est vrai, c'est ce que je disais au début, hein, l'impact il est surtout ressenti pour la ville de Paris. Bon, et voilà, finalement pour l'instant on attend de voir, mais il n'y a pas encore une impatience folle, même si bien sûr on se rend compte de la chance qu'on a d'avoir ces Jeux Olympiques organisés dans son propre pays et de la facilité qu'on va pouvoir à aller regarder des matchs, des épreuves, etc. Ce qui était d'autant plus difficile avec Tokyo que bon, il y a la distance évidemment, mais le Covid et également le fait qu'il y avait du décalage horaire qui rendait pour certains qui voulaient regarder en direct les événements les nuits un peu difficiles. Donc ça, bien sûr, avec Paris, ce sera plus le cas et on pourra avoir la chance de sa vie, parce que malgré tout, ça n'arrive pas beaucoup dans une vie, de pouvoir assister à des épreuves.
Donc il y a une vraie attente par rapport à ça. Après, il y a quand même des craintes et qui sont assez nombreuses finalement à lever. Alors les craintes, elles sont celles qui sont liées finalement à toutes les populations qui accueillent des Jeux Olympiques. C'est sur les coûts, sur qui va reposer le coût de ces Jeux Olympiques. Est-ce qu'il y aura une augmentation des impôts, etc. Ça, je dirais, c'est classique, c'est des craintes qui sont propre à chaque Jeux Olympiques. Également, quelque chose qui arrive à chaque fois, c'est que va-t-il devenir des installations qui vont être construites. Alors, il y a quand même la conscience pour l'instant que ces installations, et ça faisait une des forces de la candidature de Paris, elles sont assez nombreuses et il y a finalement moins de constructions peut-être nécessaires qu'il a pu y avoir sur d'autres éditions. Donc ça, c'est assez reconnu par les Français. Après, malgré tout, il y a quand même des constructions qui vont rester. Qu'est-ce qui va en devenir? Est-ce qu'on va pouvoir aussi en profiter pour pouvoir avoir accès plus facilement à certains sports? Après, il y a des craintes à lever qui sont plus liées à l'époque qu'on vit, c'est-à-dire avec une préoccupation environnementale qui est forte. Et donc, on se demande quelle va être l'empreinte écologique de ces jeux. Et on attend de ces jeux qu'ils soient durables. Mais ça, je pense que c'est un enjeu qui est bien pris en compte. Et puis, il y a notre époque, il y a aussi le Covid. Est-ce qu'on aura encore des traces de cette période trouble qu'a été la crise Covid? Est-ce qu'on pourra à nouveau vivre des jeux normaux? Ça, c'est une grande question. Et puis, bien sûr, ce qui est propre à la France également, entre autres, les attentats terroristes. Voilà, ça, c'est aussi comme tout grands événements qui attirent du monde. On peut se poser la question de cette menace terroriste. Il ressort donc un certain enthousiasme autour des Jeux de Paris 2024, compétition de grande qualité, mais aussi ses craintes, des investissements lourds pour des retombées économiques trop restrictives. Michael Aloiseau, directeur de cabinet de Tony Estanguet, cette image des éléphants blancs d'Athènes, on ne parvient pas, malgré tous les efforts qui sont les vôtres depuis le début, malgré les efforts du CIO, de s'enlever cela de la tête. Et il est vrai que Tokyo, avec ce retard d'un an, a vu son budget notamment plombé. Mais globalement, tous les budgets des Jeux ont été plombés ces dernières éditions. Merci. Bon, merci pour ces éléments. Alors, Paris 2024, ça sera la 33e édition des Jeux. Et effectivement, il y a des craintes, des inquiétudes légitimes qui sont nourries par les 32 éditions précédentes les 32 éditions qui nous ont précédés. Qu'est-ce qu'on a fait en fait? Avant d'être candidat, on a pris un an pour étudier tout ce qui avait marché et moins bien marché lors des éditions précédentes. Donc on est rentré dans le détail de ça et ça a donné le projet qui est le nôtre aujourd'hui. Je vois dans les inquiétudes, il y a beaucoup d'inquiétudes sur l'avenir des équipements sportifs, sur les budgets mobilisés, sur la dimension environnementale. Tous ces éléments ont été réglés dès l'origine du projet. On a aujourd'hui la chance d'avoir un projet qui s'appuie sur 95% de sites existants temporaires. Et en cela, ça n'a pas bougé d'ailleurs. Depuis le début, on est toujours là-dessus. Et pour l'instant, le budget, on n'observe pas de fuite en avant. Non, aucune fuite en avant. On a cette chance-là d'être dans un modèle très différent. On construit entre 10 et 15 fois moins que toutes les éditions précédentes des Jeux. Aujourd'hui, le seul équipement spécifiquement construit pour les Jeux, c'est la piscine qui sera en Seine-Saint-Denis parce qu'il y a un besoin du territoire en bassin pour la population. Donc on est vraiment dans un modèle qui est radicalement différent de ce qui a été connu précédemment. On va avoir 3 ans pour l'expliquer, pour faire cette pédagogie et pour répondre à ces inquiétudes. La dimension environnementale est également un point important. D'ailleurs, en phase de candidature, notre premier partenaire institutionnel, c'était WWF, qui nous a aidés à concevoir un projet différent. Et aujourd'hui, on a une empreinte carbone de moins 55% par rapport aux éditions précédentes des Jeux. Et on va devancer l'ambition du CIO d'une contribution positive qui était fixée à 2030. On le fera dès 2024. Et sur la partie budgétaire, vous en parliez tout à l'heure, on est bien évidemment toujours dans le budget qui était prévu, avec forcément un risque extrêmement limité dans la mesure où on construit pratiquement rien. Il était important de le rappeler compte tenu des inquiétudes qui apparaissent dans cette étude d'Ipsos. Magali Tesnas-Dumoncel, pour Sportsora, d'un point de vue économique, que peut-on attendre des Jeux 2024 à Paris ?
Alors peut-être avant de répondre à votre question, je voulais compléter, parce que je trouve qu'il y a 2 chiffres qui sont importants à noter. Vous savez que le budget, c'est toujours bien de le préciser quand même, le budget des Jeux, c'est la partie effectivement investissement infrastructure de la Solideo et le budget du comité d'organisation. C'est 7,3 milliards. C'est 3, tu me corrigeras si je dis des bêtises, 3,9 pour le COJO. Et il faut savoir que si côté infrastructure, 95% des infrastructures existent déjà, côté budget du comité d'organisation, 97% du budget du comité d'organisation provient de fonds privés. C'est-à-dire que quand la petite musique des Français disent ça, on va augmenter les impôts, etc., le comité d'organisation est financé à 97% par des fonds privés. C'est le CIO, ce sont les partenaires et c'est la billetterie. On est à 600 millions au niveau des partenaires sur 1 milliard. Oui, 1,1 milliard. 1,1 milliard en objectif de partenariat sur les 3,9 milliards du budget du COJO. Et aujourd'hui, effectivement, ils ont atteint 600 millions, 11 partenaires qui ont été signés avant Tokyo. Donc, vous avez l'habitude de dire que vous êtes dans les temps de passage. Je ne vais pas faire d'annonce aujourd'hui, mais le sujet avance effectivement plutôt très bien. On est toujours dans l'objectif annoncé de réaliser 2/3 de nos partenariats avant la fin de l'année. Tokyo reste une référence d'ailleurs en la matière en termes de sponsors. Ce n'est pas une référence avec cette année de retard et avec les délais, l'argent supplémentaire qui a été dépensé. En revanche, en termes de sponsors, Tokyo a parfaitement réussi son... Alors c'est vrai qu'on se compare plutôt à Londres parce que le modèle est plus proche du nôtre. À Tokyo, le marché est différent, les coûts sont également différents. Mais c'est vrai que notre point de repère, c'est un petit peu celui de Londres 2012. Et on est aujourd'hui toujours dans les mêmes temps de passage que ceux de Londres, dans le contexte qu'on connaît. Donc ça avance plutôt très bien. Effectivement, un objectif de près d'1,1 milliard à atteindre pour financer les Jeux. Londres qui sera sans doute aussi votre repère et votre exemple en termes de popularité. C'est la dernière édition véritablement réussie sur le plan du public, puisqu'il n'y avait pas de public à Tokyo et qu'à Rio, il y avait une certaine opposition. Ça avait été un petit peu plus compliqué. On y reviendra tout à l'heure. La ministre des Sports, Madame Roxana Maracineanu, devait être avec nous ce matin. Elle nous a laissé un message vidéo que je vous propose de regarder et d'écouter. Bonjour à tous. Je regrette de ne pas pouvoir être parmi vous aujourd'hui, mais je tenais à vous adresser quelques mots. D'abord pour vous remercier de ce temps d'échange organisé par Radio France sur le thème des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, chez nous, en France. Permettez-moi de commencer par vous dire que les Jeux Olympiques ont été, pour moi, l'expérience la plus extraordinaire de ma vie d'athlète. Pas seulement parce que j'ai eu le bonheur d'y remporter une médaille, mais aussi parce que cet événement est bien plus qu'une compétition. C'est bien plus qu'un événement sportif. Les Jeux symbolisent le lien entre les peuples. C'est le moment de liesse, de paix, d'émotion qui nous rassemble. 100 ans après les derniers Jeux d'été, c'est une opportunité extraordinaire de recevoir les Jeux à nouveau en 2024. Et au sortir de cette crise sanitaire, je dirais que nous en avons besoin plus que jamais. Paris 2024 sera un merveilleux moment de célébration. C'est aussi un formidable accélérateur pour le développement du sport en France. En termes de pratiquants, d'équipements, mais aussi de transformation vertueuse et durable de nos organisations comme de nos modes de vie. À nous d'en faire aussi un levier de croissance pour nos entreprises et aussi un tremplin pour notre jeunesse. Nos Jeux vont mobiliser 150 000 emplois et créer des opportunités dans de nombreuses filières. Et l'État fera tout pour que ces métiers trouvent preneur. Je sais que la plupart de nos concitoyens sont enthousiastes d'accueillir les Jeux. À Paris, en Seine-Saint-Denis, mais aussi dans toute la France, puisque Lille, Marseille, Tahiti organiseront des compétitions. Au-delà des sites des épreuves, les Jeux de 2024 doivent être ceux de la France. Et pour cela, les nombreux centres de préparation qui sont répartis partout sur le territoire vont recevoir les délégations étrangères et vont contribuer ainsi à faire vibrer tout le pays. J'ai pris connaissance de l'étude Ipsos que vous évoquez aujourd'hui. J'y note l'enthousiasme des Français à l'égard de Paris 2024. Et à ceux qui se questionnent sur le coût des Jeux et l'impact sur l'environnement, je tiens à apporter des réponses très claires. C'est une priorité de l'État de veiller au budget des Jeux, à leur sobriété économique. Nous voulons tous que Paris 2024 soit une fête, mais nous voulons aussi que ce soit un projet responsable,
en termes d'investissement et aussi en termes de développement durable. Le budget de Paris 2024 est de 7,3 milliards d'euros, dont 1 milliard à la charge de l'État. Ce qui fait de Paris 2024 le budget le plus sobre de l'histoire des Jeux depuis Sydney 2000, en particulier pour le contribuable national. Vous le savez, nous avons très peu d'équipements à construire puisque 95% des infrastructures de compétition sportive sont déjà existantes ou seront temporaires. Pour autant, mon ministère investit depuis 3 ans déjà pour l'héritage des Jeux, afin de rénover ou construire des équipements sportifs utiles là où il en manque. Des piscines, des gymnases de quartier, qui serviront aux délégations, mais qui seront légués aux habitants et aux associations de ces territoires. Quant à l'impact sur l'environnement, clairement, les Jeux de 2024 sont les Jeux du nouvel ère. Nous avons devant nous le plus grand défi de l'humanité, celui du climat. Nous devons être innovants, mais sobres. L'engagement pris par le COJO est de réduire de moitié les émissions liées à l'organisation des Jeux et de compenser plus d'émissions de CO2 que celles qui seront émises. C'est inédit et c'est nécessaire. Nous voulons des Jeux ouverts à tous, des Jeux de partage avec le public. Nous voulons aussi un budget maîtrisé, un projet responsable sur le plan du développement durable. Avec un héritage massif, en dur, avec des équipements, mais aussi avec un héritage immatériel qui me tient à cœur. Plus de sport dans nos vies. C'est à cela que nous nous consacrons à 1000% au ministère des Sports. Mettre plus de sport à l'école, mettre plus de sport dans l'entreprise, mettre plus le sport dans le parcours de santé de chacun et dans le combat pour l'autonomie des personnes âgées. C'est cela qui nous anime, faire de la France une nation plus sportive, donc plus épanouie, plus solidaire et en meilleure santé. Je vous remercie. Roxana Maracineanu, ministre déléguée au sport. Lorsqu'on l'écoute, Michael Aloisio, on entend ce message, le budget sera respecté, la priorité c'est l'environnement, c'est également faire en sorte que le public soit pleinement associé à cette fête. Les Jeux, c'est dans 3 ans au lieu de 4. Est-ce qu'il va être difficile? Est-ce que le temps est d'ores et déjà compté? Alors ça avance vite, il nous reste un petit peu plus de 1000 jours, mais on avance très bien et on est complètement dans les temps de tout ce qu'on doit délivrer. C'est important, ce dont vous parliez, sur la manière d'associer les Français à ce projet. Parce que c'est une des ambitions de Paris 2024. La difficulté, on en parlait, on sera à la 33e édition des Jeux. C'est comment on arrive à réinventer, repenser quelque chose qui fonctionne extrêmement bien. Et l'axe qui est le nôtre, c'est de se dire comment on ouvre en plus grand les portes des Jeux pour associer tout le monde. Donc ça va de la célébration des Jeux, où on a un projet de cérémonie en ville. Ça va de l'ouverture des épreuves aux Français. Pour la première fois, les Français pourront participer aux épreuves, des épreuves sur route, de course sur route, de cyclisme sur route. Ça passe par l'ouverture des Jeux à de nouvelles communautés, comme le breakdance ou ces sports-là qui n'étaient pas connectés aux Jeux. Ça passe par également nous ouvrir à des nouvelles populations, tous les territoires terres de jeux qui n'accueillent pas d'épreuves. Ça passe par s'ouvrir à de nouvelles entreprises, les TPE, PME, les acteurs de l'ESS, sur nos marchés des jeux. Donc il y a une dynamique globale qui est lancée pour faire de ce projet le projet de tout un pays et ouvrir un peu les portes de cette aventure à tous. Andrew Georgiou, vous êtes le président d'Eurosport. Des Jeux sans public, c'était une première à Tokyo. Malgré tout, le produit télévisuel a été plutôt réussi. Comment est-ce que vous envisagez ces Jeux de Paris 2024 ? Bien, tout d'abord, je vous présente mes excuses parce que le français est une langue que je ne peux pas parler, donc je vous remercie de votre patience et je m'exprimerai en anglais. Alors j'aimerais donner une perspective un peu différente de ces Jeux 2024 à Paris. Je suis australien et nous avons vécu les Jeux de 2000 à Sydney et je pense que Paris doit vraiment se rendre compte pour 2012 et 2026 qu'il s'agit d'une toute première en fait. Et toute la France va avoir les yeux rivés sur cet événement, mais l'Europe dans son ensemble également. Et pour moi, c'est un point de vue extrêmement intéressant pour la France et pour Paris en tant que ville. C'est quelque chose que nous voulons célébrer.
Les JO sont une épreuve sans précédent. Il n'y a aucun autre événement qui rassemble autant de personnes que les JO. Et nous l'avons vu sur notre plateforme. Nous avons vu que les expériences partagées au sein d'une communauté font émerger un sentiment de fierté nationale. Lorsque vous essayez de remporter une médaille, et qui plus est la médaille d'or, il n'y a vraiment aucun autre événement qui rassemble les gens ainsi et qui permet de partager cette expérience, de partager ce sentiment de fierté. C'est quelque chose d'unique. Je pense que les JO, c'est quelque chose de fondamental et nous avons besoin que les gens aient accès à une plateforme pour pouvoir suivre les Jeux. Pour les Jeux 2024, pour nous, pour Eurosport, cela va être la première fois que nous accueillons ces Jeux. C'est quelque chose qui est très enthousiasmant pour toutes les équipes. Et après l'expérience de Tokyo, je pense que nous sommes en position pour le faire. Quel souvenir gardez-vous, vous l'Australien que vous êtes, des Jeux de Sydney, de l'impact? Je ne parle pas forcément donc aux professionnels. Bien, à Londres et à Sydney, parce que je pense que c'était vraiment les deux très bons exemples de JO d'été, tout le monde dans ces deux villes continue à parler avec beaucoup de fierté de ces événements. Lorsque vous allez en Australie, que vous parlez aux Australiens de leurs expériences, même 20 ans après, ils continuent à parler de cette expérience incroyable, d'avoir accueilli les Jeux et de la fierté qu'ils ont ressentie quant aux performances à ces Jeux. Et à Londres, c'est la même chose. On ne peut pas sous-estimer vraiment la valeur de cela. On a parlé de coûts, d'investissement, mais ce sentiment de fierté, le fait d'être fier de votre pays, c'est quelque chose d'unique. Et c'est ce dont je me souviens en tant qu'Australien. Lorsque vous allez à Londres, c'est la même chose. Ils ressentent ce même sentiment de fierté qui est tout à fait unique et qui est absolument précieux. Après les Jeux, vous savez qu'il y a toujours des préoccupations locales. Qu'est-ce qui va se passer après les Jeux, une fois que tout le monde partira? Mais dès que les Jeux commencent, toutes les craintes se dissipent. Et la cérémonie d'ouverture, c'est vraiment le premier événement qui fait tout basculer et qui fait tout changer. C'était la même chose à Tokyo. Dès que les JO ont commencé, tout a changé. Et j'en suis sûre, ce sera la même chose à Paris. On reparlera un petit peu plus tard de la différence qu'il pourra y avoir entre Eurosport et France Télévisions. Laurent-Éric Lelay, directeur des sports de France Télévisions. Londres, c'est vraiment la référence qui reste aujourd'hui en termes de Jeux olympiques réussis pour le diffuseur que vous êtes, même si Tokyo a été un succès en termes d'image. En termes d'audience pure, oui, parce que les Jeux olympiques, quand ils ont lieu à un horaire européen, avec des prime time, toutes les après-midi, vous avez forcément plus d'audience que quand vous avez des Jeux olympiques avec décalage horaire, comme on a connu à Tokyo ou en 2016 à Rio. Donc oui, c'est effectivement une référence. Les scores d'audience avaient été très impressionnants, ils avaient été très suivis en France. Et je comprends la volonté un petit peu de vouloir faire un événement aussi puissant, aussi populaire à Paris en 2024. Comment réussir des Jeux à Paris? Comment les rendre populaires, vraiment? Vous avez parlé tout à l'heure, Michael Osieux, du fait d'inviter le public à courir le marathon, le fait d'aller chercher aussi des sports qui n'étaient pas au programme des Jeux, comme le breaking. On a vu le succès du skateboard, notamment à Tokyo. Mais comment aller plus loin? Comment rassurer les Français et comment leur faire accepter ces Jeux en 3 ans? C'est encore loin, mais on y est quasiment. Oui, alors je rejoins un petit peu ce qui a été dit sur le côté quasi magique des Jeux. À partir du moment où la fête commence, ça fait un petit peu on-off. C'était le cas à Londres, c'était le cas à Tokyo. On ne savait pas comment ça allait évoluer avec le contexte qui était catastrophique. La cérémonie d'ouverture démarre. On passe dans une ambiance quasi magique et les athlètes, avec leurs performances et les émotions que ça génère, écrasent tout le reste. Donc on sait
que ça se passera comme ça. La question, c'est comment on arrive à magnifier ça. Donc ça commence sur cette partie célébration par les sites, comment on offre un environnement unique et comment on sort un petit peu plus des jeux de leur mur. Et c'est ce qu'on pourra faire à Paris avec des sites complètement dingues. On aura le tir à l'arc aux Invalides, on aura le beach volley au pied de la Tour Eiffel, on aura le judo, la lutte au Grand Palais éphémère sur le Champ de Mars, on aura l'escrime au Grand Palais, l'équitation à Versailles. Enfin, ça va être déjà un environnement qui est complètement unique et qui va laisser une trace extrêmement forte. Ça, c'est un élément important. Ensuite, l'arme qu'on a, ce sont les athlètes. C'est eux qui embarquent les Français. On a la chance, derrière Paris 24, d'avoir les athlètes très mobilisés sur chacun de nos événements, sur ce rôle un petit peu d'ambassadeur, parce que c'est eux que les gens ont envie de suivre. Et la première force de nos Jeux, ça va être nos athlètes et comment ils vont, quelque part, inviter les Français à se mobiliser et à suivre ces Jeux. On a également créé un club qui s'appelle le Club Paris 2024, justement pour ne pas attendre les épreuves et pour pouvoir embarquer tous les Français qui le souhaitent. Qu'est-ce qui se passe traditionnellement? C'est que le rapport des gens au jeu commence au moment de l'achat d'un billet, quelques mois avant les épreuves. Là, avec ce club, on va pouvoir connecter des centaines de milliers de Français aux athlètes, à l'aventure olympique pour qu'elle soit ouverte à tous. Donc que vous souhaitiez aller défier Tony Parker sur un playground comme on l'a fait il y a quelques mois, vous retrouvez dans le cockpit de la patrouille de France pour la cérémonie de passation avec Tokyo, ou devenir volontaire demain, quelque part, c'est la porte d'entrée pour vivre les Jeux avec nous. Donc d'ailleurs, j'invite tout le monde à rejoindre le Club Paris 2024. La réussite de Jeux Olympiques tient-elle, Andrew Georgiou, à la réussite de l'équipe nationale? Est-ce qu'on doit forcément avoir 80 médailles pour faire en sorte que ces Jeux soient acceptés par la population locale, si je puis dire? Bien, je pense que ce qu'on voit régulièrement à chaque jeu, c'est que le pays hôte, en général, a de très bons résultats. C'était le cas au Japon, en Australie également, à Londres, et je n'ai aucun doute qu'il en ira de même pour la France et que les athlètes vont remporter des médailles. C'est vraiment une opportunité unique pour eux et puis ils vont pouvoir être portés par la foule. Donc je n'ai aucun doute là-dessus. Et puis je ne pense pas que les Jeux soient déterminés par le nombre de médailles remportées par les sportifs. Ce qui est important, c'est le parcours de ces sportifs. Comment ils sont arrivés ici? C'est ce qui est aussi important que de remporter des médailles, qu'il s'agisse de médailles d'or ou de médailles de bronze. Je suis sûre que tout le monde sera d'accord pour dire que tous ces parcours différents de sportifs qui viennent de partout dans le monde sont vraiment intéressants. Ils ont leur propre expérience, leurs propres défis qu'ils ont relevés. Et tout cela se retrouve dans un moment qui parfois ne dure que quelques dizaines de secondes. Mais ces histoires sont fascinantes et c'est notre rôle en tant que diffuseur de faire en sorte que ces histoires soient entendues par le public et que tous comprennent à quel point ces athlètes ont travaillé pour en arriver là. Bien entendu, remporter une médaille d'or, ça aide, bien entendu, ça aide à la fierté nationale, mais cela ne détermine pas la réussite des Jeux. Ce sont les histoires de chacun de ces sportifs qui déterminent la réussite. Vous êtes d'accord avec ça, Laurent Éric? Au-delà des médailles d'or que les Français vont aller chercher, des médailles tout court, ce que vous allez faire pendant 3 ans, c'est essayer de raconter des histoires. Peut-être pour, si jamais les médailles ne sont pas au bout, on aura supporté des athlètes dont on connaîtra le parcours. Je vois que l'inquiétude est en ce moment au nombre de médailles que la France va pouvoir récolter en 2024. C'est bien, si on s'en inquiète maintenant, ça veut dire que c'est important et ça veut dire qu'en France... Est-ce qu'il n'est pas trop tard? Je pense qu'il n'est jamais trop tard, malgré ce que certains disent, et que ça veut dire qu'on va tout faire pour en avoir. Et moi, je partage l'optimisme d'Andrew. C'est vrai que à France Télévisions, entre guillemets, pour nous, le fait que les Jeux soient à Paris, ça change tout. On me demande souvent, mais qu'est-ce que ça change pour vous? Ça change tout, parce que ça va être un événement. Moi, j'aime bien l'idée du on-off. On ne s'en rend pas compte, mais dans 3 ans, ça va être colossal. Et nous, on va le mesurer, tout le monde va regarder, tout le monde va vouloir participer à la fête. On peut facilement anticiper des audiences de plusieurs millions, régulièrement plus de 10 millions tous les soirs en prime time. Ça va être gigantesque. L'enjeu, pour nous,
c'est aussi, comme vous le dites, de les faire démarrer maintenant. Alors nous, on a deux axes. D'abord parce que tous ces athlètes, français ou pas, vont faire des compétitions dans leur voyage que décrivait Andrew. Et nous, j'ai envie de dire, dès maintenant, et beaucoup en 2022, on va diffuser beaucoup de ces compétitions. Il y aura des championnats du monde de natation, il y aura des championnats du monde d'athlétisme, il y aura des championnats d'Europe de 7 ou 8 disciplines olympiques qui vont être diffusés sur France Télévisions. Donc on va commencer à pouvoir voir l'histoire de ces athlètes. Certains sont connus, certains ne sont pas encore connus. Et comme c'est des histoires humaines qui sont fantastiques, nous, on va essayer également de les faire partager aux Français. Alors, on les invite régulièrement dans nos émissions, dans Stade 2, dans tous les sports. Vous savez, on a déjà fait beaucoup de programmes courts. Ça marche très bien, les programmes courts, vous savez, qu'on diffuse en prime time sur les chaînes de télévision. On en a un après Stade 2. Je crois qu'on a déjà fait 80 numéros qui sont dédiés, chacun, à un portrait des athlètes français qui vont participer aux Jeux. C'est Destination 2024. Et puis, il n'y a pas que les Français, vous avez raison, mais les Jeux, c'est aussi des histoires d'athlètes d'autres pays qui sont plus ou moins émouvantes. Si vous avez regardé Stade 2 dimanche dernier, ou pour ceux qui ne l'ont pas regardé, c'est disponible en replay, on a fait le portrait de Safa Kadem, qui est une Iranienne, qui pratique la boxe. Compliqué pour elle de pratiquer ce sport en Iran. Et donc, elle est venue en France pour pouvoir pratiquer, s'entraîner et participer aux Jeux de Paris 2024. C'est un destin qui n'est pas un destin français, mais qui est un beau destin de sportive et qui, je pense, peut passionner les Français. La réussite de l'équipe de France, une préoccupation pour le comité d'organisation. On a senti Tony Estanguet... pas tendu, mais pas forcément satisfait des résultats de Tokyo. Il est focalisé sur l'objectif, bien évidemment, c'est la cerise sur le gâteau. On a envie de s'enthousiasmer avec les performances des Français. Peut-être plusieurs remarques déjà sur la temporalité. Vous en parliez tout à l'heure, est-ce qu'il est trop tard? Ce que nous disait Tony, c'est que 3 ans avant les Jeux de Sydney, avant de remporter son premier titre olympique, il était très loin de ça. Donc non, il n'est pas trop tard et il y a encore énormément de choses à faire. La deuxième remarque... Alors ça, la jurisprudence Estanguet, alors. Voilà. Non, mais c'est vrai, c'est aussi ça les destins olympiques, c'est que des athlètes se révèlent et on en a à chaque édition des Jeux, alors même que 3 ans avant, ils ne sont pas numéro 1 mondiaux, qu'ils ne sont pas champions du monde. Et c'est aussi la magie des Jeux. La deuxième remarque, c'est que quelque part, on a la chance avec les Jeux d'avoir une diversité d'épreuves. On est moins lié aux résultats d'une équipe qui, à un moment, sort de la compétition, comme ça peut être le cas sur des Coupes du Monde de foot, de rugby, où à un moment, le parcours peut s'arrêter et l'enthousiasme redescendre. On a la chance d'avoir cette diversité d'épreuves avec 869 épreuves. Et du coup, ben oui, il y a parfois des déceptions, des athlètes qui perdent. Et puis, il y a des très bonnes surprises. Et globalement, ça s'équilibre. Donc la performance des Français, elle va être importante. Et on ne doute pas que ce soit au rendez-vous. Moi, je rejoins ce qui a été dit. L'enjeu, il va être de raconter ces histoires-là pendant 3 ans. Et on parlait tout à l'heure des Jeux paralympiques où on sent que les gens ont un attachement aux valeurs de l'événement de l'événement paralympique. Je voudrais qu'on revienne d'ailleurs aux Jeux paralympiques. Oui. On n'en a pas encore parlé depuis le début de cette table ronde. Juste une précision avec Magali Tesnas-Dumoncel pour Sportsora. On parlait de réussite de l'équipe de France. Est-ce que la réussite d'une équipe nationale peut avoir un impact sur l'économie des Jeux en termes de... on sait que la réussite va tenir aussi au fait que les supporters étrangers vont pouvoir venir en France. Mais est-ce que la réussite d'une équipe nationale peut avoir un impact même sur les années qui suivent? Oui, bien sûr. Alors, on va peut-être reparler effectivement des chiffres d'impact des Jeux Olympiques. Il y a une étude qui a été faite par le CDES de Limoges pour évaluer l'impact des Jeux de Paris. Alors, l'impact, il est évalué entre 5,3 milliards et 10,7 milliards. Alors, vous allez me dire quand même, on passe du simple au double, mais c'est vrai que ces études d'évaluation sur les grands événements sportifs, c'est toujours un petit peu compliqué parce que vous évaluez à la fois du tangible et de l'intangible. Vous évaluez des choses qui vont arriver avant les Jeux, pendant les Jeux et après les Jeux. Cette étude, elle évaluait en fait l'impact de 2017 jusqu'à 2034. Et puis, donc, il y avait 3 types de grands critères d'évaluation qui étaient liés
à la construction, mais qui est finalement assez faible en France, puisqu'on a vu que 95% des infrastructures existaient déjà, à l'organisation, c'est à peu près 50% effectivement des retombées qui concernent l'organisation même de l'événement, et le tourisme qui est finalement grand vainqueur effectivement aussi de l'impact de tels événements. Sur ce qui est, donc vous avez des choses très tangibles, hein, vous allez pouvoir évaluer effectivement ce que vous allez pouvoir gagner sur le tourisme, en nuitée, en nombre de touristes qui vont venir et qui vont revenir, parce que vous avez parfois un effet d'éviction, hein. Vous avez des touristes qui seraient bienvenus à Paris, mais que le sport n'intéresse pas, qui ne viendront pas, mais il y a eu un effet d'attractivité quand même, et de focus sur la France qui fait qu'ils viendront plus tard, ou des gens qui viennent pour les Jeux et qui reviendront ensuite plus tard, un peu plus longtemps, pour aller visiter la France. Donc vous avez des choses très tangibles sur les infrastructures, donc ça c'est quand même assez facile à évaluer, et vous avez tout l'aspect intangible, et dans lequel, c'est pour ça que j'arrive pour répondre à votre question, où là c'est effectivement un petit peu plus compliqué à évoluer, mais on sait que sur des études par exemple qui avaient été faites pour l'Euro, l'Euro de football, effectivement les Français étaient très, très fiers, il y avait ce sentiment de fierté nationale, alors ça c'est très compliqué, c'est de l'intangible qui est très compliqué à mesurer, donc la fierté nationale elle vient aussi parce que vos équipes nationales gagnent. C'est bon, les études ont démontré pour le moral des Français. Donc ça aussi, mais comment le mesurer, c'est bien compliqué. C'est ce qui explique aussi ces écarts d'évaluation sur l'impact des Jeux. Mais bien sûr, à partir du moment où l'équipe nationale réussit, d'abord, vous avez les gens continuent à regarder les épreuves, continuent à consommer quand ils regardent les épreuves, c'est tous les impacts de consommation aussi liés à l'aspect festif et convivial quand on se retrouve tous pour suivre notre équipe nationale. Donc bien sûr que ça a un impact sur les retombées économiques. Et juste, je voudrais vous dire, parce que moi je trouve que c'est une image qui est quand même très marquante, c'est que Paris 2024, Michael, tu me dis si je me trompe, mais il me semble que c'est 28 disciplines, plus les 4 qui ont été rajoutées. Donc c'est quand même 32 disciplines. C'est comme si vous organisiez 32 championnats du monde en même temps. Et c'est là qu'on se dit, waouh, le truc c'est quand même colossal. Donc on imagine bien qu'organiser sur notre territoire, et la ministre l'a dit, c'est Paris, mais c'est aussi, je crois, près de 700 centres de préparation, d'entraînement dans tout le territoire. C'est forcément des retombées sur les territoires qui sont extrêmement importantes. C'est 5 milliards de marchés publiés, hein, je crois aujourd'hui, elle l'a dit, la ministre l'a dit, 150 000 emplois, 78 000 sur tout ce qui est partie événementielle, 60 000 dans le tourisme et 12 000 dans le bâtiment. Donc voilà. Les Jeux qui pourraient peut-être permettre à Paris, à la capitale, à la France, de retrouver le tourisme perdu pendant cette période du Covid. Les Jeux paralympiques suscitent l'émotion, l'admiration, mais demeurent éclipsés. Comment faire en sorte de donner toute la lumière que les champions paralympiques méritent, Michael Aloisio? Alors c'est un défi parce que forcément les Jeux paralympiques sont plus méconnus, les athlètes sont plus méconnus, c'est un défi collectif et c'est pour ça que c'est bien d'en parler aussi ce matin. On va avoir besoin de la mobilisation de l'ensemble des médias pour raconter cette histoire paralympique. On sent que depuis Tokyo, on a franchi un cap. On sent qu'il y a une couverture plus grande, que les Français s'y intéressent. Pour autant, ils sont encore trop déconnectés des athlètes. Donc comment ça se passe concrètement pour nous, l'ambition paralympique? Déjà, ça se définissait sur le projet qu'on devait porter. Et pour nous, on a mis l'ambition des Jeux paralympiques au même niveau que celle des Jeux olympiques. Ça se traduit de manière très concrète par le choix des sites. Les choix des sites, je vous parlais des sites les plus prestigieux tout à l'heure, au pied de la Tour Eiffel, au Grand Palais éphémère, aux Invalides, ce seront les mêmes sites qu'on offrira aux Jeux paralympiques. Ça passe aussi par des symboles. Ça peut sembler complètement anecdotique, mais on sera la première édition des Jeux à avoir le même logo pour les Jeux olympiques et pour les Jeux paralympiques. Ça a été un petit combat pour mettre tout le monde d'accord. Donc on va avoir au quotidien ce besoin, nous, en tant que comité d'organisation, d'avoir la même ambition pour ces deux faces d'une même pièce. Ensuite, on a surtout besoin
de l'aide des médias pour venir raconter les histoires des athlètes. Les Français s'attachent aux histoires des athlètes et aujourd'hui, on ne connaît pas suffisamment les athlètes. Tout le monde connaît Teddy Riner, tout le monde connaît Kevin Mayer et la proportion de gens qui suivent ces épreuves, c'est d'abord pour suivre humainement ces gens-là. On a besoin de raconter ces histoires des athlètes. Donc c'est de votre faute si ça ne marche pas assez bien, Laurent-Éric Lelay? Non, mais nous, on a hâte de travailler avec Paris 2024 sur les paras. Ça ne dépend que d'eux. Je pense que France Télévisions contribue depuis, je pense, c'est historique, à la diffusion des Paralympiques qui, petit à petit, deviennent un très très grand événement. Je crois qu'on l'a encore démontré avec Tokyo. Effectivement, un cap a été franchi. Il y avait Rio, il y avait Londres, où l'histoire aussi a un peu démarré. Ça a été un marqueur important, oui. Et ça a été un marqueur assez important parce que maintenant, faut savoir que c'est assez récent qui sont produits pour la télévision, ces Paralympiques. Et encore à Rio, il y avait des épreuves qui n'étaient pas produites. Moi, j'avais rencontré des médaillés d'aviron qui étaient malheureux parce que personne n'avait pu voir leur médaille. Donc on peut se mettre à leur place et c'est vrai que c'est difficile. À Paris, tout sera produit. En tout cas, je crois que c'est l'ambition. Et bien entendu, tout doit être diffusé. En tout cas, le plus largement possible, avec la plus grande ambition possible. Et effectivement, il faut raconter des histoires. Moi, je tiens à dire que dans notre approche, nous, quand je vous parlais des athlètes dont on raconte les histoires dans nos émissions, on ne fait pas du tout de distinction entre valides et para-athlètes. Donc on raconte les deux, bien sûr. Comment faire en sorte d'upgrader les Jeux paralympiques Andrew Georgiou? Comment faire? Quelles peuvent être les solutions? Que peut faire le COJO en plus pour vous permettre, vous diffuseurs, d'offrir de plus belles images? Parmi les solutions, est-ce que peut-être des Jeux paralympiques plus rapprochés? On posera la question tout à l'heure à Mickaël, mais qu'est-ce que vous auriez souhaité, vous? Oui, je pense que les Jeux paralympiques véritablement font partie intégrante du mouvement. Un des défis auxquels nous sommes confrontés, c'est que ce sont des jeux qui sont vendus, diffusés séparément. Les décisions de diffuser les Jeux valides et les Jeux paralympiques sont deux décisions tout à fait distinctes. Je ne comprends pas très bien si on va effectivement élever les Jeux paralympiques. Pourquoi ces deux décisions ne font pas partie d'un seul et même processus? Ce sont deux événements très séparés dans les Jeux du Commonwealth. Bon, ça ne concerne pas la France, mais pour les Jeux des Commonwealth, les athlètes paralympiques et valides dans le même événement. Ce n'est pas le cas pour Paris 20, mais pour la CIO, deux organisations distinctes, voir effectivement comment on peut introduire les athlètes paralympiques dans le même événement et pas traiter ça comme événement distinct. Ce sont des pistes à creuser pour Paris 2024. Très certainement, effectivement, les éléments clés seront de veiller à accorder autant d'attention, autant de commercialisation, autant de temps de diffusion et de récits aux Jeux paralympiques qu'aux Jeux valides. On doit pouvoir être très rigoureux et vraiment faire un effort pour veiller à ce qu'on accorde de l'attention aux deux. C'est très facile effectivement d'évoluer vers des choses qui sont plus prisées, d'oublier les choses qui sont moins prisées, mais à moins qu'on ne les rend pas plus populaires, on ne va pas les élever au même niveau. Vous serez concurrent ou complémentaire avec France Télévisions, Paralympiques, Jeux Olympiques, tout compris? Bon, c'est quelque chose qu'on a regardé effectivement, et que lorsqu'il y a eu l'appel d'offres, on a soumis effectivement pour les Jeux paralympiques en dehors de la France pour ce qui est de l'ensemble de l'Europe, mais bon, on n'a pas été retenu, ça a été racheté par une agence, donc malheureusement, on ne va pas pouvoir diffuser les Jeux paralympiques. Fabrice Rigobert, il reste 1 minute, il faut conclure maintenant, la table ronde. On va terminer avec Mickaël. On parlait donc de ces Jeux paralympiques. Qu'est-ce que vous auriez pu faire de plus? Est-ce que les rapprocher, par exemple, des JO, qu'il n'y ait pas de coupure entre les deux, ça aurait pu être possible? C'est trop tard maintenant, mais est-ce que ça doit être quelque chose que l'on peut envisager pour plus tard? Alors, c'est compliqué parce que la dimension des Jeux est telle, en volume, en sites, qu'on a besoin d'un temps pour réadapter les sites parce que les sites ne sont pas exactement les mêmes
pour les épreuves olympiques et pour les épreuves paralympiques. Donc on a besoin de ce temps-là entre les deux. Et les athlètes et le comité international paralympique sont attachés à avoir leur temps dédié. Ils ne souhaitent pas être dilués dans la fête olympique, ça c'est important. Par contre, au-delà de ça, on a une ambition qui est très grande. Laurent Éric en parlait tout à l'heure lorsqu'il parlait des athlètes, où on a pour la première fois réuni l'équipe de France olympique et paralympique derrière une même équipe de France. Et c'est cette histoire commune qu'on va raconter pendant 3 ans. Et on a besoin de parler des parcours des athlètes avant les retransmissions d'épreuves. C'est ce à quoi on va s'attacher pendant les 3 prochaines années. Merci à vous, Michael, Magali Tesnas du Moncel. Merci, Sarah Duhautois. On imagine que dans les 3 années qui viennent, il y aura d'autres sondages d'opinion pour voir comment évolue l'appétit des Français pour ces Jeux Olympiques. Merci, Andrew Georgiou. Merci, Laurent-Éric Lelay. Et merci à vous, Fabrice Rigobert.